la suite du programme, donc on est toujours finalement dans cette seconde journée qui consiste à savoir comment amorcer la transition inclusive, comment la mener. Donc on a vu ce matin avec Daniel Boisvert que la valorisation du rôle social était une condition essentielle pour réussir cette transition inclusive. Deuxième élément à prendre en considération, ce sont les différents leviers de transition inclusive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mener à bien cette démarche. Alors, ces leviers sont assez nombreux, ils vont être envisagés successivement, et donc vous avez ce trio infernal composé de Christian, Marc et Michel qui vont vous parler de ces différents leviers de façon assez rythmée, c'est-à-dire qu'on va les envisager successivement, de façon assez rapide. Vous aurez également besoin des APET pour répondre à quelques questions, donc soyez attentifs et mobilisés, des bidules, pardon. Donc soyez attentifs, on vous posera des questions, et donc je vous laisse entre les mains de Marc, qui va commencer donc l'étude de ces leviers. Voilà, je fais l'introduction des leviers. Voilà, ils sont au nombre de 12. Alors, ces 12 leviers sont identifiés comme tels par la littérature. C'est une manière de regrouper les différents leviers. Donc, on a repris ces 12 items et on va vous les exposer ici. Donc nous sommes 3 à se relayer, chacun sur un levier à tour de rôle ou parfois 2 en suivant. Et effectivement, à l'issue de la présentation totale, donc une chose importante quand même à vous dire, donc on va présenter entre 6, 7, peut-être 8 leviers avant la pause, les 6, 5, 4 après la pause. À l'issue, il y aura effectivement un petit exercice bidule. Néanmoins, on a prévu l'organisation comme ci. Donc chacun présente en levier, prend 7-8 minutes et nous laissons 2-3 minutes pour une ou deux questions à l'issue de chaque diapositive, donc de chaque levier. Et après, nous relaisserons un certain temps sur la globalité. Alors, on a décidé aussi de zapper la dernière partie qui concerne les étapes. Pourquoi ? Parce que les étapes, d'une part, on a entendu vos questions hier par rapport à le besoin d'avoir des réponses sur ce qui constitue des leviers, et les étapes sont une manière d'aborder les leviers à travers plutôt comment et avec quelle échéance. Donc il y a une forme de redondance, c'est une manière d'aborder la matière différemment. Donc on a préféré donner plus de temps aux leviers et aussi, parce qu'on a entendu des questions hier fort intéressantes, laisser la place et des réactions sur certains leviers que de réaborder sous une autre forme, sous celle des étapes des leviers, comme étant une chronologie qui n'existe pas d'ailleurs nécessairement. Voilà, je cède la parole pour le premier levier à Christian, donc, qui merci. vous parle de la planification stratégique. Voilà. Ok. Merci Marc. Donc, à l'intention de Chloé, j'interviens 2 fois 8 minutes. Un des premiers leviers, bien évidemment, ce qu'on va vous présenter, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que suivant votre histoire, votre situation, les choix que vous pourrez faire, ça peut se situer à des moments différents et ça peut... Daniel insistait sur le fait que l'histoire, elle n'est pas linéaire et que parfois on peut faire un certain nombre de reculs. Il suffit de changer, par exemple, de dirigeant, il suffit de changer, il suffit qu'il y ait des situations qui fluctuent, une ouverture d'établissement. Donc les situations ne sont pas... La vie n'est pas un long fleuve tranquille en matière de transition inclusive et donc par conséquent, nous n'avons pas une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Ça ne se présente pas tout à fait comme ça. Donc là, je vais vous parler dans un premier temps de la planification stratégique de la reconversion des services. Donc, s'il y avait au moins une première étape sur cette planification stratégique de la reconversion des services, ça serait l'étape qui passerait par un choix obligatoirement à faire par les instances dirigeantes, le pouvoir politique. Donc, le conseil d'administration ou le pouvoir organisateur, comme diraient nos amis belges. Donc, quelqu'un l'a dit hier ou avant-hier. Non, il ne pouvait pas le dire avant-hier puisque nous n'étions pas là. Mais au moins hier, il y a quelqu'un qui disait que, en effet,
Ça dépendait des situations, ça dépendait des décisions qui pouvaient être prises par l'association. Alors en effet, il faut pas que ça soit le fait d'un acteur isolé dans le système. C'est-à-dire que je disais dans une des diapos qu'en effet, la désinstitutionnalisation, c'était une affaire de VRP, de bricoleur du terrain, de MacGyver de la désinstitutionnalisation. Cependant, c'est pas tout à fait suffisant, ça, parce que si un directeur, un chef de service, un éducateur dans son coin décidait de mener des choses, il enclencherait un processus dont il n'aurait pas la certitude de la pérennité dans le temps et donc tout à fait soumis à une réaction de ses boss. Donc une des premières étapes sur le plan de la planification, c'est bien entendu de préparer cette décision, ce choix politique. Donc il y a un certain nombre de dirigeants dans la salle, il y a des présidents d'associations notamment, et donc par conséquent, c'est affaire de politique associative, ces choix en matière de transition inclusive. Donc ça, c'est au moins une première chose obligatoire. Donc il s'agit de formuler une bonne stratégie, une stratégie claire, qui affiche une vision du futur du système tout à fait identifiable par les acteurs en interne, mais également les acteurs en externe. C'est-à-dire que si on n'affiche pas la couleur auprès du conseil départemental, si on n'affiche pas la couleur, ou on ne se fait pas accompagner par l'agence régionale de santé, et d'autres, ça peut être la DGACS ou le ministère de la Justice, tout dépend effectivement des situations dans lesquelles on se trouve. Donc par conséquent, cette vision claire du futur doit être clairement affichée. Alors on vous parlera de la communication dans un des autres leviers, un des leviers significatifs pour la mise en œuvre. Donc ça, c'était une première affaire, la définition d'une vision claire. Alors, un certain nombre de nos collègues et nous-mêmes accompagnons des associations sur la formation, sur l'identification des concepts, sur la formalisation d'une nouvelle politique qui serait respectueuse de tout ce qu'on a vu ces 2 jours, à savoir d'abord afficher les valeurs, la valorisation des rôles sociaux, l'autodétermination, mais également afficher ses propres choix. Donc, une étape indispensable, les décisions qui sont donc du ressort des pouvoirs politiques de l'association ou de l'organisme, et se méfier évidemment de l'initiative locale, d'un acteur local, quel que soit son pouvoir dans l'organisation, parce qu'en effet, cette affaire engage le pouvoir politique. Donc, passer cette étape-là au niveau de la planification stratégique et de la reconversion des services, on a un support méthodologique, c'est-à-dire qu'il faut identifier les usagers accompagnés que vous envisagez d'accompagner dans un système de désinstitutionnalisation, de transition inclusive, c'est-à-dire identifier le portrait clairement des publics accompagnés, pour peut-être faire des choix. Alors ça peut être un choix global, ça peut être un choix limité à une catégorie de public. Nous avons une priorité, une préférence pour le public jeune, pour les raisons qui sont tout à fait immédiatement compréhensibles, pour les établissements jeunes. Et en lien avec les leviers sur les droits, la réglementation relative aux enfants et à la scolarisation, à l'inclusion scolaire, sont relativement étendues. Donc, une première priorité de plan, ça serait d'identifier le périmètre, le champ des usagers accompagnés qui, effectivement, pourraient faire l'objet d'une première démarche. Cette identification des usagers qui pourraient être concernés, alors ça dépend de la grosseur du système. Est-ce qu'on est dans un service? Est-ce qu'on est dans un établissement? Est-ce qu'on est dans un pôle d'établissement? Est-ce qu'on est sur une association entière? Là, évidemment, ce sont des réponses qui vous appartiennent.
Ensuite, l'identification des publics va immédiatement de pair avec l'identification des services. Quel est le périmètre? Est-ce qu'on est dans la globalité de l'association? Est-ce qu'on est dans la globalité d'un pôle? Est-ce qu'on est dans la globalité d'un champ? Le public adulte, les foyers d'hébergement, l'enfance. C'est les 8 minutes ou les 16 minutes? D'accord, merci. D'accord. Donc ensuite, il y a une question de planification des activités à mener pour permettre, je vais appeler ça comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on veut dire. On va planifier les activités qui vont nous permettre de mener la sortie, en tous les cas le changement de la situation institutionnalisée au changement de la situation d'un service qui serait plus ouvert, en tous les cas, qui aurait pu adapter le principe de valorisation des rôles sociaux, le principe de l'autodétermination, etc. Et il y a un nécessaire sur ce plan, il y a un nécessaire bilan à faire. On le reverra peut-être dans la journée sur la question de la démarche qualité, de l'approche qualité, des indicateurs, des normes que vous donnez, mais il y aura forcément là une nécessaire évaluation du dispositif mis en place et une nécessaire quantification des résultats en matière de résultats par rapport aux résultats escomptés dans le plan. Donc globalement, par rapport à cette planification stratégique, ça passe par un certain nombre d'étapes, comme je vous le disais, qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas à étage, composition et le rôle de l'équipe de gestion et de direction, les activités qui correspondent aux objectifs en mesure et eu égard à la stratégie choisie, la constitution d'un comité de coordination et désinstitutionnalisation, avoir un calendrier des grandes opérations, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vous repérer dans le temps. Marc Palatte vous indiquait que son affaire s'était développée sur un certain nombre d'années. Il a respecté ses échéances, en tous les cas, pour les grandes opérations. Donc il y a intérêt, effectivement, à repérer les grandes phases, et à l'intérieur, et chaque année, se redéfiniront des phases intermédiaires. La constitution des services et divers programmes à développer, les coûts, les ressources disponibles, faire l'inventaire des ressources disponibles, l'inventaire des financements requis, en tous les cas, essayer de cerner au mieux. Alors cette question a été largement abordée à plusieurs reprises, de la question des coûts. À minima, je pense que nous n'aurons pas le choix que de faire à coût constant. C'est la donne majoritaire depuis une dizaine d'années. Sauf peut-être pour certains programmes, et je pense notamment en particulier à des enfants en situation de troubles du spectre autistique. Et bien entendu, ce plan devra comprendre le cadre du suivi et l'évaluation des résultats, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le deuxième ? Alors, j'étais chargé de vous parler également du respect des droits. Donc, un autre levier extrêmement puissant, et on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu hier avec Gwenaëlle Calves, le levier des droits. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le droit est suffisant ? Est-ce qu'il est suffisant, le droit ? Alors, on peut repérer, vous avez, dans vos sphères d'activité, dans vos sphères de responsabilité, immédiatement une quantité relativement importante de droits qui ne sont pas respectés. Donc l'idée, c'est on est embarqué dans un système stratégique où le pouvoir organisateur, le conseil d'administration, l'association donne le là d'une transition inclusive. Là, on est dans une situation correcte, politiquement correcte, et donc par conséquent, là, on peut se livrer effectivement à un léger inventaire dans la sphère dans laquelle on s'occupe,
des droits qui ne seraient pas respectés. Et en effet, Madame Calvez disait que c'est pas la peine de monter une usine à gaz. Hein. La Ligue des droits de l'homme y suffit parfois. Et donc, par conséquent, le levier des droits peut être activé de façon formelle. Alors, souvent, dans notre culture de métier, on parle du droit des usagers. Le droit des usagers, ça c'est vraiment le sujet à la tarte à la crème qui nous permet souvent de mettre des CVS un peu bricolés, un peu formels, qui tous les 3 ou 4 fois par an font le tour du manque de sel dans la choucroute, de l'absence de calcaire dans l'eau chaude, etc., etc. Donc il y a le droit qui est formel. Et il y a ce qu'est notre perception du droit, avoir le droit à un rythme de vie approprié, etc. Ce que Daniel vient de vous faire dans le cadre de la valorisation des rôles sociaux. Donc ce rappel de l'existence de ce levier, c'était pour vous permettre, c'était pour vous dire, faites des choix, soyez stratégiques, soyez efficaces, n'allez pas chercher le procureur dans ses fondements tous les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, un choix du levier des droits, c'est concerté entre le pouvoir du conseil d'administration, concerté avec les cadres, et ça s'utilise de façon efficiente, à bon escient. Mais il y a franchement des endroits où c'est pas possible. Notamment, on évoquait la question de l'inscription à l'école. Ça, c'est un droit fondamental. Ça, c'est un droit fondamental. Et pour des raisons liées un peu à l'organisation des services, liées à des questions d'effectifs dans les écoles, parce qu'on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la gêne organisationnelle que supposerait, dont résulterait l'inscription à l'école. C'est-à-dire qu'une école qui passe un effectif de temps, eh ben, ça fait que sa dotation augmente auprès de la mairie, auprès du conseil départemental, etc., etc. Donc là, très franchement, là, c'est un droit fondamental, et surtout si on priorise effectivement la scolarité des enfants. Donc il y a un certain nombre de choix qui sont à faire. Que l'accès, les droits sont-ils suffisants? Ben, c'est à vous un peu de répondre à ça. Mais on balaye tout un tas de domaines de droit, l'inclusion scolaire, le travail. Est-ce que, en effet, je connais un SAVS au fond de la salle, là-bas, qui, effectivement, a des difficultés d'accès à l'emploi. Donc là, effectivement, ça nous a bien été argumenté, c'est-à-dire que les personnes sont en situation de stress ou de difficulté pour cet accès à l'emploi. Par contre, quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'emploi, pourquoi il y aurait un pourcentage supérieur de demandeurs d'emploi handicapés que celui du taux de chômage classique. Et c'est le cas. C'est le cas. Une personne handicapée met 2 fois plus de temps pour trouver un job que les autres. Donc quand l'affaire de trouver un job n'est pas en lien avec la personne, c'est quand même une injustice, mais c'est un droit. Donc je ne m'étalerai pas plus sur ces 2 leviers. Je pense que vous en avez compris le sens. Est-ce qu'on pose des questions au fur et à mesure ou pas? Oui. Oui. Est-ce qu'on fait, moi j'aime bien le bidule, ça me... Non, j'ai pas le droit bidule. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Donc je pense qu'on aura un débat peut-être plus global, généralisé. Le but là, du jeu des leviers, c'était d'avoir de l'interactivité. Bon, mais c'est pas obligé de marcher au premier coup. Alors, autre levier, prendre en compte les besoins et les attentes de la clientèle. Alors évidemment, je dirais même avec la présentation de Daniel Boisvert ce matin, ça paraît d'une évidence et je pense que pour la plupart de vous, quand on parle du projet individuel d'accompagnement,
Donc, et éventuellement, on considère que avant d'accompagner les gens dans un processus particulièrement d'intégration ou d'inclusion sociale, il faut prendre le temps d'évaluer. Alors, je passerai là-dessus, mais vous connaissez absolument les formules d'analyse de besoins. Ce qui m'apparaît important de souligner, c'est évidemment, au-delà des outils, c'est absolument à travers l'observation, hein, les préoccupations qu'on a, les contacts directs qu'on a avec les personnes. Et je reviens un petit peu à une discussion qu'on avait hier quand on se posait la question. Ben, écoutez, moi, j'ai des gens qui vivent dans des dispositifs qui sont compris avec 12 personnes, 24 personnes, et ces gens-là, à ma connaissance, sont heureux. On ne les entend pas nous dire qu'ils ne sont pas heureux là-dedans. Évidemment, quand on considère une personne qui a une déficience intellectuelle, puis je pense qu'on peut résumer toujours rapidement en disant que c'est des gens qui ont de la difficulté à comprendre, c'est des gens qui ont de la difficulté à retenir et absolument à se mettre en action. Hein, ça résume rapidement. Évidemment, quand on est à la période de faire des choix, si vous ne permettez pas aux gens de vivre des expérimentations sur le terrain, alors je ne peux pas dire à quelqu'un « tu es heureux dans ce dispositif-là » sans lui permettre d'aller expérimenter par une mise à l'essai dans des dispositifs un peu plus petits ou dans des structures qui sont plus légères. À ce moment-là, évidemment, il est capable de faire un choix. On ne peut pas faire l'économie de mettre les gens en situation pour leur permettre vraiment de faire un choix valide. Et l'autre aspect qui m'apparaît important, c'est qu'habituellement, quand on est dans un dispositif institutionnel et qu'on évalue les besoins des gens, on a souvent de grandes surprises lorsqu'ils se retrouvent dans la communauté. Alors, il y a des choses qu'on n'a jamais anticipées, qu'on n'a pas vues, et lorsqu'ils se retrouvent dans le milieu, habituellement, je dirais souvent dans les premières semaines, dans les premiers mois, il faut réévaluer les besoins, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vécu avec les gens à partir de la situation de vie quotidienne. Et souvent, on réajuste beaucoup les plans d'intervention. On part vraiment du vécu des gens pour voir dans quelle disposition ils sont. Et puis, bon, enfin, je reviens à la même chose. Il y a des choses qui sont, les gens ne parlent pas, bien, je ne peux pas lui demander. Oui, mais quand tu le mets dans une situation où, quand il est devant des plans dans lesquels il peut choisir, je le sais ce qu'il va choisir, je sais ce qu'il va préférer. Il ne me l'a pas dit, mais je le vois bien. Je vois avec qui il se sent à l'aise, avec quelle personne il préfère se tenir, avec quelle personne il préfère faire des activités. Alors, il faut, au-delà des outils qui sont importants, bien sûr, parce qu'ils nous calibrent, il faut prendre le temps de mettre les gens en situation pour les aider à faire des choix. Donc, une mise en garde, il faut éventuellement réévaluer continuellement les besoins des gens, être à l'affût à travers les observations, à travers les situations de la vie quotidienne. Voilà, un autre levier, c'est de fermer les services institutionnalisés. Ben, la première chose, quand on pense à institutionnalisation, après je ne le dis plus, d'ailleurs on n'a jamais utilisé ce mot-là chez nous, on pense tout de suite à l'immobilier, à l'image du bâtiment. Donc ce n'est pas que cela. On va quand même néanmoins commencer par ça, parce que c'est la chose la plus visible. Alors, est-ce que c'est une ressource ou un boulet, les bâtiments actuels? On a dit que c'était des défis, d'accord, mais ça peut être aussi une ressource. Pourquoi? Il y a des contraintes réglementaires qui changent, et on peut parfois être mis devant des contraintes telles par rapport au bâti qu'on a actuellement que ben voilà, on n'a pas d'autre choix que de réfléchir à autre chose. Donc c'est une contrainte. C'est une contrainte, mais aussi un levier. En deuxième levier, c'est que le bâti, il est parfois, il n'a peut-être plus la valeur pour l'utilisation qu'on en fait, mais donc on est au niveau des responsables. On peut réfléchir à l'utiliser autrement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la revente, ça peut être de quelque chose de très créatif. Et donc, je témoigne ici de notre situation. Donc, on est sur un site unique avec des bâtiments qui sont des boulets. Et après 9 ans, il y a une opportunité qui se crée aujourd'hui, on n'y pensait pas, c'est de reconvertir une partie des bâtiments pour en faire ce qui est un peu à la mode, c'est de l'agriculture urbaine en site
Donc, culture de champignons, culture d'insectes, etc. Et alléluia, comme Daniel ou Christian le dit tout le temps, en collaboration avec une université. Bon, vraiment rien à voir avec notre service, mais une université qui fera des liens, etc. Donc ça, c'est des opportunités qui parfois se créent, chacun les voit et peut les trouver à un moment donné. Donc le bâtiment, c'est important, donc d'avoir cette vision du bâtiment, de l'immobilier. Mais donc, ce n'est pas que du bâtiment. Et donc, il y a aussi les autres types de services. Et c'est vrai que ce qui est les services de soins ou médicaux, paramédicaux, il y a une réflexion à avoir sur ce qui est la logique, par exemple, d'avoir un médecin ou des médecins institutionnels, de voir jusqu'où on peut aller avec des personnes déficientes, d'avoir des médecins dans la communauté. Ce n'est pas toujours évident. Je ne pense pas que c'est évident dans toutes les régions en France non plus, comme chez nous, l'accès aux médecins. Donc, il faut apprécier si c'est faisable et jusqu'où. Où c'est parfois plus facile, c'est de recourir à des services de soins au sens large qui sont dans la communauté. Madame hier a fait écho, attention à ce que l'accessibilité financière reste, mais a priori, les services dans la communauté ne sont pas plus chers que les services que l'on utilise actuellement, a priori. Donc ce n'est pas nécessairement en n'y recourant pas qu'on va trouver une solution. Il y a un danger qu'il y ait une perte de ressources, mais ce n'est pas le fait d'aller vers de l'intégration qui va faire perdre ces ressources potentielles. Et alors, il y a tous les autres services, et là, je voudrais être assez concret, venir sur quelque chose de précis. Un des formateurs chez nous a toujours dit « il faut avancer par petits pas ». Oui, il faut être clair sur les principes. Oui, il faut analyser l'immobilier à travers une notion qui est la normalisation des conditions de vie. Donc, dans votre milieu, c'est quoi le type de bâtiment de normalisation des conditions de vie? Oui, pour les services, on se réfère au concept, entre autres, à la valorisation des rôles sociaux. Mais néanmoins, il faut aller petit à petit. Et je vais vous citer 3 exemples concrets. On est vraiment dans de la logistique, mais c'est montrer que ça implique, quelqu'un l'a dit, ça implique l'institution dans sa globalité, c'est les repas. Si vous dites, dorénavant, les repas ne sont plus assumés par un système institutionnel, mais les services vont se débrouiller, c'est non. Et donc, nous sommes partis avec un modèle, et nous ne le regretterons pas, de dire, dans un premier temps, la totalité des repas matin, midi et soir sont toujours fournis par l'institution. Néanmoins, quand vous le souhaitez, vous, équipe, vous pouvez commencer à décommander, soit le petit déjeuner, ou dîner, ou souper, dîner, souper, je ne sais plus où on en est, au dîner. Et effectivement, en ayant pris ce pari de laisser venir, les équipes, spontanément, sont arrivées assez rapidement à sortir d'une logique institutionnelle et de faire les courses d'abord avec les usagers pour les petits déjeuners. Et puis certains ont commencé à préparer le week-end, d'autres ont commencé à préparer certains jours, etc. Cette souplesse-là du petit pas permet un écueil qui est important, c'est que vous êtes dans une institution et vous avez un fonctionnement institutionnel. Le danger, c'est le repli d'une forme d'institutionnalisation dans une maison. Et par exemple, où l'éducateur se remet, hypothèse, mais qui n'est pas rare, il va se remettre à faire à manger pour les usagers. Alors là, vous avez tout raté. Donc s'il fait ça, vous n'êtes pas dans une logique de valorisation des rôles sociaux. En deuxième exemple, qui est un peu le même, c'est au niveau de l'entretien du linge. On a dit dans un premier temps, la totalité du linge est entretenue toujours par le système institutionnel. Progressivement, en ayant fixé des balises suivant les personnes hébergées, vous avez la possibilité de prendre l'entretien du linge dans vos maisons, toujours avec la même attention. Ce n'est pas l'éducateur de faire la lessive, c'est de voir dans quelle mesure les personnes, de manière une valorisation des rôles sociaux, ne peuvent pas entretenir leur linge eux-mêmes. Et donc certaines maisons en sont venues à nettoyer d'abord une partie des vêtements. Et par exemple, pour la totalité des maisons, ou presque toutes les maisons, ce qui est, par exemple, la literie, couette, est toujours fourni par un système globalisé. Et je suis assez d'accord avec la plupart des équipes. Je ne vois pas très bien où est la valorisation de mettre des grosses couettes dans des machines à laver et de les ressortir. Je préfère qu'ils s'intéressent à ce qui est le linge de corps. Et en troisième exemple, qui va un peu dans le même ordre d'esprit au niveau des services, c'est au niveau des commandes.
Donc on est une institution, je pense que c'est la même chose aussi en France, qui est subsidiée par les pouvoirs publics en grande partie. Donc on est soumis au marché public. Donc on avait, par exemple, au niveau de la nourriture, mais d'autres produits d'entretien et autres, c'est quand même des gros marchés. Dans un premier temps, on a continué à fournir de la même manière, les équipes commentent et reçoivent de manière globalisée la totalité des produits. Eh bien, très rapidement, certains ont revendiqué le droit de pouvoir faire les courses pour des produits, même des produits d'entretien. Toujours la même logique, il faut que ce soit fait dans un esprit d'intégration des personnes. Ce n'est pas l'éducateur qui va tout seul faire les courses. Et, petite parenthèse, il est très important comme responsable à tous les niveaux de prévoir à ce moment-là un bon système de contrôle des flux financiers, parce que je peux vous dire qu'il va en avoir. Et vous devez avoir un bon suivi. Vous ne pouvez pas rester sur le constat que l'éducateur ne s'occupe pas du financier si, au minimum, il ne vous rapporte pas les justificatifs. Hein, bon. Voilà, mais donc je voulais venir sur ces 3 points-là qui sont prévenir des services institutionnalisés. Voilà un levier important. Alors, créer des services de proximité qui est un peu son pendant, donc on est fondamental et on est un peu dans la même logique. On travaille d'abord sur ce qui est visible, l'immobilier. Alors, il n'y a pas de bon plan, il n'y a pas de bon système. Donc, il faut créer des services nous allons créer des services de proximité. Sous quelle forme? Je n'en sais rien. Chacun dans son milieu voit ce qui est normalisation des conditions de vie, ce qui est le bâti normal. Il faut tenir compte aussi des besoins des personnes. Il est clair que vous avez des besoins qui nécessitent des aménagements de lieux, et donc en fonction de ça, vous devez apprécier, par exemple, si vous allez être propriétaire, locataire, si vous allez monter en système autre d'organisation. Donc des choses importantes au niveau du bâti comme d'autres choses, c'est d'avoir de la souplesse et de savoir que votre modèle il va continuer à évoluer. Donc, sorti depuis 4 ans, aujourd'hui, on a déjà, donc j'ai évoqué hier, 26 personnes en appartement. Donc, on sait déjà que notre bâti actuel est en train de devenir surcapacitaire. Il est bien sûr hors de question d'arrêter une évolution vers une mise en appartement de personnes sous prétexte que ça laisserait une maison vide. Donc, la plus grande souplesse doit être réfléchie au niveau du bâti. Alors, on est créatif. Michel Boutet, hier, vous a expliqué un système avec des personnes qui ont des grosses difficultés. On a quand même créé de l'intégration avec une mutualisation de l'accompagnement, du soutien jusqu'à un niveau. Voilà, tout est ouvert. Vous devez réfléchir à avoir des systèmes les plus ouverts, qui répondent le plus aux besoins, qui sont intégrés dans la société, qui ne sont pas stigmatisants. Et sur ce point-là, je termine en disant que il y avait, de la part de notre pouvoir subsidiant, en principe, c'était de dire chambre individuelle. Nous, on a dit non. Si on va à la chambre individuelle, on va aller contredire trop fort la normalisation des maisons. Il y a des maisons qui sont intégrées en ville. Si on refait des chambres individuelles pour 8 personnes, on va devoir reconstruire un modèle qui est un peu avec des chambres. Et donc, on a dit chambre individuelle pour grosso modo la moitié des personnes, chambre à 2 pour grosso modo l'autre moitié, ce qui évite de recréer en effet dortoir visible de la part de la communauté. C'est des points concrets et importants à avoir à l'œil. Et fondamentalement, on l'a dit, il est plus important que l'usager puisse choisir avec qui il va vivre que de savoir qu'il va vivre dans une chambre individuelle. C'était pour nous quelque chose qui était prioritaire. Alors les services de proximité, ce n'est pas non plus que la question de l'hébergement pur. Un point qui me semble important, c'est la séparation de l'hébergement et de l'activité. Alors c'est un point de tension et d'organisation important parce que nous sommes tous contraints à des horaires et puis c'est comme ça, c'est 24 heures une journée, il faut passer la nuit, qui va s'occuper des personnes le matin, le soir. Donc c'est vrai que c'est un point de tension important entre l'organisation et tendre vers cette séparation des services. Le danger, quand on ne sépare pas les services, à nouveau, c'est qu'il y ait une reproduction à la fois d'un système au sein d'une maison, d'une part,
Et c'est que les besoins ne soient abordés qu'à travers le soutien que peuvent apporter les personnes au sein de cette maison. Donc, si vous avez une mutualisation du temps de l'activité d'une manière ou d'une autre, vous avez la possibilité de reproposer et d'avoir plus de chances de proposer des activités qui répondent aux besoins et aux envies des personnes, parce que si vous repliez sur la maison, c'est un problème. Et donc c'est un défi que nous avons aujourd'hui. Nous avons ouvert nos maisons en n'ayant pas assez marqué le temps d'activité et le temps d'hébergement. Alors, je vous cite en exemple, en Hollande, c'est Arduin, sans H, hein, A-R-D-U-N-I-N. Oui, c'est ça, Arduin, qui se trouve en Zélande. Donc, ce sont des Hollandais. Hein. Donc, les Hollandais, c'est des gens très schief, ça veut dire très carrés. C'est pas pour rien qu'un tout petit pays comme ça a conquis quasiment tout le monde à un moment donné. Mais donc, eux, ils sont dans un modèle de dire tout, et c'est pas un modèle, c'est comme ça. Toutes les personnes, tous les jours, du lundi au vendredi, à 9h du matin, ont quitté le lieu d'hébergement et se sont rendus sur un lieu d'activité au sens large, y compris les personnes polyhandicapées. Ça monopolise des moyens importants, mais donc c'est un leitmotiv chez eux, c'est comme ça. Avec une phrase qui est assez marquante, le problème, enfin non, l'intérêt, c'est pas de quitter chez soi. Ils disent, on ne peut pas rentrer chez soi si on n'en est pas sorti. Donc eux, ils sont partis sur ça de manière absolue. Alors, est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là? Non, mais il faut au moins avoir cette réflexion de se dire séparer l'hébergement des lieux de vie. Alors, la participation à la société, quand on parle activité, et ça reste toujours en réflexe, on a tendance à être réducteur sur la notion d'activité. L'activité, c'est la vie courante d'une personne. Même dans nos rapports d'activité aujourd'hui, chez nous, on a tendance à mettre en avant les activités qu'on a portées. Mais non, ce qui est important, c'est les activités moins faciles à voir de chaque personne individuellement. Qu'est-ce qu'elle a eu de plus comme interaction avec des tiers dans la vie courante? Donc, c'est cette notion d'activité qu'il faut ouvrir. Et donc, on vise, pour moi, enfin, c'est clair, la meilleure activité, c'est une activité que l'usager fait sans avoir le soutien à ce moment-là d'un intervenant. Alors, ça ne veut pas dire que l'intervenant n'a pas travaillé. Il a fait du boulot d'abord pour trouver l'activité, avoir des contacts avec les partenaires, s'assurer que l'usager sait se déplacer, etc., etc. Mais à un moment donné, l'usager, il se rend dans un commerce, chez un voisin, à la commune, en service collectivité, dans une maison de repos, etc., etc. Chacun peut trouver dans son environnement des potentiels, et c'est ça qui est important. Maintenant, tout le monde, toute personne déficiente n'est peut-être pas capable d'arriver jusque-là, mais il faut être ambitieux. On a aussi des personnes autistes qui, par exemple, une personne autiste qui va travailler chez un fleuriste. Pourquoi? Parce que c'est du montage de bouquets, et en miracle, ça lui a convenu, et le geste répétitif de monter des bouquets, c'est pour lui extraordinaire dans sa vie de pouvoir le faire. Après, aujourd'hui, nous sommes là-dedans, c'est d'avoir des activités qui sont toujours organisées par le centre, mais qui sont néanmoins ouvertes sur l'extérieur. Donc, toujours en évitant l'écueil de se replier sur soi-même. Alors, le type d'activité qu'on a aujourd'hui, on a ouvert en magasin, il n'y a pas de copyright dessus, c'est un magasin qui s'appelle Troquez-moi. Donc, c'est le principe d'échange gratuit d'objets. Alors, ça, c'est une activité qui crée énormément d'interactions avec toute personne qui vient dans la boutique. Et la boutique sert aussi, il y a une petite cafétéria, des usagers servent, etc. Bon, voilà, c'est une activité qui est toujours portée par nous, mais qui est ouverte sur la société, qui n'est pas une activité sur laquelle on se replie. Et puis peut-être que certaines activités, mais c'est toujours un petit peu difficile, soit qu'on continue à être portées par nous, ça n'empêche qu'on ait toujours une attention sur les grands principes de valorisation des rôles sociaux et d'intérêt des usagers réellement pour l'activité. Donc voilà ce que je voulais dire en termes d'activité, c'est de tendre vers
l'activité, en ayant en tête que l'activité, ce n'est pas l'activité qui commence à 9 h, qui va jusque... C'est tout type d'activité, faire ses courses, sortir dans la rue, c'est une activité, dire bonjour à la voisine, faire signe à un voisin qui passe dans la rue, promener le chien du voisin. Et parfois, on ne valorise pas assez ces choses-là qui sont peut-être les plus importantes pour les personnes. Voilà pour ce levier. Et je recède la parole, je pense, à Michel. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On s'est trompé, monsieur. Qui s'est trompé? C'était après Marc. Ça sera après cette intervention. Alors, on revient à prévenir l'institutionnalisation. On l'a évoqué quand même pas mal hier, mais je veux revenir sur des éléments qui me préoccupaient. Évidemment, quand volontairement j'ai écrit s'aborder l'institution, peut-être que là, on est dans une situation qui est plus de prévenir la réinstitutionnalisation. Alors, évidemment, on l'évoquait hier, quand on se retrouve avec deux systèmes de valeurs, avec deux dispositifs qui fonctionnent parallèlement, évidemment, il y a un risque énorme que certaines personnes avec lesquelles on a de la difficulté se retrouvent, qu'on les ramène en institution. Alors, évidemment, ça prend une volonté très ferme de l'organisation et dans notre cas, lorsqu'on a dû le faire, on a déjà décidé que l'intervenant extérieur continuait à faire le suivi de la personne à l'interne et c'est lui qui était responsable d'élaborer le plan de réintégration, évidemment avec le support des services. Je reviens aussi sur, Marc le faisait remarquer, il l'a fait remarquer hier dans son intervention, l'idée de quand on permet aux personnes les plus handicapés de réintégrer en premier la communauté, c'est habituellement aidant. Et évidemment, quand on le fait la première fois ou les premières expériences, c'était difficile de faire autrement parce qu'il fallait se désinstitutionnaliser nous-mêmes, l'encadrement, les intervenants. Mais après expérience, on avait une meilleure recette. Et je m'imagine, évidemment, on le soulignait hier aussi, dans le cas de l'hôpital Saint-Julien, on a réintégré 400 personnes. On a procédé vraiment à partir des gens qui étaient plus en difficulté. Peut-être que Marc nous a copié à ce moment-là. Je ne sais pas s'il a fait son processus avant nous ou après. Non, enfin, ça n'a aucune importance. Je blague, mais donc, c'est une préoccupation importante. Et moi, je dois vous dire que les expériences, du côté de l'hôpital Saint-Julien, il y avait beaucoup de personnes polyhandicapées. Et très honnêtement, à partir du moment où on a les dispositifs qu'il faut, ce n'est pas des gens qui ont des problématiques de comportement, c'est des gens avec lesquels on est capable d'investir avec des dispositifs techniques dans des milieux résidentiels dans lesquels ils sont facilement réintégrables. Et souvent, dans les milieux hospitaliers, on a des infirmières, des gens en poste. Alors, dans la plupart des cas, c'était ces personnes-là qui devenaient les intervenants dans les résidences adaptées, ou enfin, certaines même sont devenues des infirmières éducatrices. Donc, on a réutilisé ou fait appel à ce personnel-là. On dit faire appel à des dispositifs où la prise en charge quotidienne n'est plus l'affaire de professionnels. Eh bien, évidemment, je reviens, on n'a pas parlé beaucoup hier, mais on a utilisé beaucoup chez nous les ressources de type familial et famille d'accueil pour permettre l'intégration. Et je dirais jusqu'à des personnes qui avaient des problématiques de comportement importants. Évidemment, on a fait des ententes avec ces ressources-là, on les a formées. Et dans la plupart des cas, il y avait seulement une personne réintégrée dans le milieu. On évoquait hier le fait qu'il y a une espèce de contamination quand on met les gens ensemble. Mais tout ça pour dire qu'on peut se permettre d'envisager des formules alternatives. Je discutais avec des gens hier dont la plupart des services sont directement dans la communauté. Ça existe chez vous. Je pense que cette dimension-là, on l'a évoqué tout à l'heure avec Christian, c'est une question de volonté politique, car il y a des dispositifs, c'est une question de volonté des administrateurs de décider que oui, on intègre la communauté et on prend les moyens qu'il faut. Donc,
en se disant « vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres ». Et cette tendance-là de fond, je pense, doit être le leitmotiv de nos processus d'intégration, comme on peut le souhaiter pour la plupart des gens, mais ce n'est pas évident et il faut des volontés très claires de la part des administrateurs, et ça prend aussi de la formation auprès des intervenants. Mais vos transmetteurs, ceux qui se retrouvent dans la communauté, évidemment, c'est les intervenants, donc les premiers répondants. Ceux-là ont avantage à être bien formés, à vivre leurs propres expériences, et comme on se disait aussi, habituellement, c'est nos meilleurs intervenants pour aller convaincre ceux qui ne souhaitent pas éventuellement quitter l'institution. Alors, c'est eux souvent qui sont les meilleurs vendeurs. Est-ce que vous avez des questions autour? C'est les bidules? Non, ce n'est pas les bidules? Est-ce que vous avez des questions où on poursuit et puis où on passe à... ça va? Il n'y a toujours pas de bidule? Voilà, donc deux sujets ici. Donc, c'est utiliser efficacement les ressources humaines et les ressources matérielles. Alors, les ressources humaines, on pense tout de suite à la formation, et bien sûr qu'on en parlera, mais j'ai pris ça un peu différemment. Si vous êtes en poste de responsabilité, vous ne ferez jamais table blanche des personnes avec qui vous travaillez. Donc, vous avez vos collaborateurs, ils sont là où ils sont, et c'est avec eux qu'il va falloir avancer. Donc, vous pouvez continuer à rêver, vous ne partirez pas avec des collaborateurs tous bons. De toute façon, si vous partez tous avec des bons, je suis sûr que dans 6 mois, vous avez des bons et des mauvais quand même. Donc, voilà. Donc, une chose importante, c'est d'avoir ça en tête. Alors, une chose qui a été en levier chez nous, c'est dans la croyance dans le potentiel d'évolution. Si on a édicté des principes de PPH, de valorisation des rôles sociaux, d'approche positive pour les usagers, on est complètement à côté de la plaque si on n'a pas intégré ces mêmes concepts pour les travailleurs. Et ça a été en levier. Et même vis-à-vis des organisations syndicales, ça c'est un discours qui est très très bien passé. C'est que les concepts étaient applicables pour tout le monde dans l'institution. Alors pas de la même manière, on est d'accord. Je ne dis pas que ça n'a jamais crisé, loin de là. Mais c'est important d'avoir en tête ces mêmes concepts, ces mêmes approches. Et donc ce qui marchait bien, c'était de dire que c'était bien vivre, mieux travailler, c'était un peu dépendant et que les choses allaient ensemble. Alors, en dehors de la formation, il y a la question des postes. Donc, de quoi vous avez besoin? Donc, Christian l'a évoqué, c'est fondamental de voir vers quoi on va et de se dire de quel poste on va avoir besoin. Alors, une reconversion ne fait pas la révolution et ne va pas foutre en l'air tous les postes. Les descriptions de postes doivent être sans doute revues, mais tous les postes ne vont pas passer à la trappe, loin de là. Donc, ça rassure déjà une partie du personnel. Néanmoins, il y a quand même des postes qui vont s'éteindre. Et c'est aussi des leviers. Vous pouvez reconvertir certains postes pour les réaffecter dans un système intégré qui va vous consommer plus de postes sur le soutien, la journée, le fait de pouvoir avoir des interventions à certains moments. Il faut se recréer des moyens à ce moment-là. Alors, au niveau de l'affectation du personnel, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Ce qu'on a fait à un moment donné, c'est qu'en 2012, quand on a ouvert les premières maisons, on a demandé à la totalité du personnel de se repostuler, de se repositionner pour des postes. Et il y avait grosso modo 3 types de postes au niveau de l'accompagnement direct des usagers. C'était des postes qui descendaient tout de suite dans l'intégration, qui étaient en projet d'intégration ou qui ne l'étaient pas dans un premier temps.
Le fait d'avoir dit ça a déjà diminué la tension, parce que des personnes qui étaient plus frileuses, inquiètes, etc., ont dit bah, moi, dans un premier temps, je préfère m'inscrire dans une deuxième phase, ou voire dans la troisième phase, pas tout de suite. Ça a diminué la pression. Il y a quand même un danger à cela, c'est que ce serait une mauvaise utilisation des ressources. Si vous investissez les meilleurs, entre guillemets, travailleurs dans les premières phases de reconversion, vous allez appauvrir vos ressources pour faire les suivantes. Et donc, il faut y être attentif. Et à certaines personnes, nous avons dit, oui, mais pas maintenant. Parce que imagine-toi ce que serait le fonctionnement de ton service si toi et d'autres venaient à sortir maintenant. C'était dur, mais c'était comme ça. Donc il faut y être attentif, il faut jongler là-dessus. Et c'est un leitmotiv en matière financière, mais aussi en matière des ressources de personnes, c'est de ne pas à un moment donné affecter des moyens, des ressources de qualité à un endroit que pour appauvrir à un autre endroit, pour après ne plus être capable de continuer une reconversion. Mais ça s'est bien passé, et des bonnes choses, c'est que des personnes, après qui avaient été frileuses, venaient dire « j'ai pas osé à l'époque, je regrette, mais je m'inscrirai quand il y aura un poste qui s'ouvrira à tel endroit, à tel endroit. » Et donc, on est au niveau de la résistance du personnel à la fermeture. Donc, c'est un point très important. Il y a de la résistance, et je pense qu'une chose que vous pouvez, en termes de responsable, aller relire, c'est tout ce qui est des processus de deuil. On est vraiment dans des processus de deuil. Donc ce n'est pas que pour les travailleurs, c'est aussi pour les usagers, les familles, etc. Mais le processus de deuil, que ce soit cognitif ou autre, prenez ce que vous voulez, c'est quelque chose de très important. Il y a des moments où il faut passer par des phases. Donc en témoignage, on a été à un moment donné un peu vite pour argumenter. Il y a un moment donné, il ne faut pas argumenter. On a argumenté. Et on avait, en termes de récupération de ressources, un projet de changement d'horaire conséquent avec la perte de privilèges. Par exemple, nous travaillons toujours en permettant un jour de récupération toutes les 4 semaines. Donc ça faisait quand même 13 jours. Ces jours ont été enlevés pour permettre une meilleure affectation des ressources sur les lieux d'hébergement. C'est en termes de vie privée, une perte énorme. Et donc, on est arrivé à un vote à un moment donné qui a été négatif sur le sujet parce qu'on a été trop vite. On n'avait pas assez préparé, tenu compte du processus de deuil. On a revoté un an après, où on a eu, pour la totalité du personnel, 66% du personnel était d'accord parce que ça permettait les réaffectations de postes en termes de moyens, de perdre en jours de non-travail toutes les 4 semaines. C'est quand même une perte importante. Mais ça a été préparé en se basant avec l'équipe de direction, l'équipe des responsables, de travailler le deuil et surtout cette idée qu'à un moment donné, quand une nouvelle est annoncée, soit la nouvelle de l'ouverture, soit la nouvelle qu'on va perdre ceci, soit et ainsi de suite, il y a un moment donné, il ne faut pas essayer d'expliquer aux gens que ce sera beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est pas mieux pour eux dans leur tête, c'est une catastrophe. Et donc, il faut attendre de laisser revenir la phase de c'est une catastrophe, ça va revenir. Vous, responsables, vous n'argumentez pas du tout, vous attendez que les travailleurs reviennent avec « oui, mais… » et vous attendez de voir remonter. Ça, c'est une petite expérience à partager sur le processus de deuil au niveau du personnel. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il est. On a de l'avance. Je propose quand même qu'on ouvre en temps de questions sur ces premiers leviers. S'il n'y a vraiment pas de questions, on peut continuer à avancer et faire de manière globale. Oui, non? Vous souhaitez d'avoir le panel complet? Quels sont les postes qui ont été reconvertis surtout? Oui, donc on a reconverti. Donc c'est vrai que personne ne l'a encore évoqué jusqu'à maintenant.
un sujet qui est important, c'est, vous entendant parler certaines personnes, je sais que c'est toujours comme ça, les déplacements, les véhicules, ça c'est vraiment un truc, on s'arrache les cheveux avec les véhicules. Hein. Mais quand vous êtes intégré dans la communauté, vous allez avoir un besoin, de nouveau c'est une communauté où réellement il y a des opportunités fort proches de déplacement, vous allez avoir une diminution paradoxalement du nombre de véhicules et des kilomètres de déplacement. Et donc, on a reconverti quelques postes qui étaient des postes, je vais dire, de chauffeurs. On a reconverti des postes qui étaient à la buanderie, qui faisaient de l'entretien. Là, on a fait une requalification, et c'est facile dans ce sens-là, une requalification de personnes qui étaient des buandières, qui sont remontées sur des postes de soutien aux usagers. Et on ne l'a jamais regretté, parce que les personnes sont venues volontairement, ont été mises dans un processus de formation et de reconversion, elles se sentaient valorisées. On a reconverti aussi quelques postes au niveau de la logistique. Hein. Donc on a un site qui était énorme, qui consommait beaucoup en termes de, ne fût-ce qu'entretien, tonte des pelouses, c'était du délire, quoi. Voilà, c'est quelques postes, mais c'est bien utile de les ramener sur le core business de nos métiers, c'est-à-dire le soutien et l'accompagnement des usagers. Juste une remarque, Marc, par rapport à la reconversion et à l'utilisation efficace des ressources humaines. Nous, on a eu la grande surprise de constater que nos éducateurs en exercice de métier depuis 20 ans dans un IME intramuros n'avaient pas les compétences pour bosser dans l'extramuros et qu'il a fallu effectivement repasser par la case accompagnement, et on en parlera tout à l'heure, des formations. Une question dans la salle? Oui, madame. Après la période de questions, on pourra passer au bidule. Moi, j'ai une question plutôt pratique. Vous passez d'une grosse structure aux maisons. Quid des commissions de sécurité, autres joyeusetés qu'on a à vivre régulièrement? Sécurité bâtiment, des choses comme ça. Oui, tout ça, oui. C'est un levier. Hein. Bon, notre situation était que le bâti était en mauvais état, donc il fallait qu'on investisse aussi sur le bâti actuel, enfin le bâti qui existait, en termes de sécurité, port coupe-feu, cloisonnement, etc. Et donc, on est parti sur des maisons où on sait qu'on est revenu en niveau de sécurité, ne fût-ce qu'en termes d'incendie, beaucoup plus haut que ce qu'on avait avant. Donc, c'était une opportunité. De toute façon, l'argent devait être dépensé sur le bâti ancien. Et vos commissions passent dans les maisons, alors? Oui. D'accord. Oui. Mais nous, je ne sais pas comment ça va en France, mais c'est une responsabilité des pompiers chez nous. Il nous faut un agrément pompier qui, après, est validé par l'organisme qui nous subsidie. Mais l'organisme qui nous subsidie se base sur l'avis du commandant des pompiers. Ce qui est un sujet, tous les sujets sont intéressants, qui est intéressant parce qu'au départ, ils voulaient nous imposer des normes assez contraignantes, comme si, c'est marrant, comme si nous étions toujours une grosse structure. Donc c'est marrant. Donc ils voulaient nous faire mettre des escaliers de secours au premier étage. Mais si vous avez une maison avec un escalier de secours, donc voilà, il a fallu discuter, c'est passé. Donc on n'est pas soumis aux mêmes contraintes par rapport à toutes ces... Il faut discuter. On a discuté avec le niveau des pompiers. Pour finir, il s'est globalement basé sur ce qu'il aurait appliqué à des maisons qui hébergent des étudiants, ce qu'on appelle des cotes chez nous. Ça existe en France, des cotes? Pas du tout. Bon. Donc, maison pour étudiants, quoi. Merci. Pour ce qui concerne la question qui vient d'être posée là tout de suite, et l'agrément ou la sécurité des bâtiments, lorsque, par exemple, on procède à une transition inclusive dans le scolaire, par exemple, là, c'est tout bénef pour l'institution, puisque de toute façon, on est hébergé par l'école et il n'y a rien de plus conforme que l'école. Donc, du coup, à chaque fois qu'on a implanté des points de service à l'école, nous avons bénéficié de l'agrément et de la commission de sécurité de l'équipement qui nous accueillait.
Par rapport à ce que Marc vient de dire, par rapport à la maison et à l'installation d'un foyer de groupe limité, moi j'ai une expérience cuisante avec des enfants où là ça n'a pas été possible, c'est-à-dire que nous avons créé pour les besoins d'enfants particuliers un lieu d'accueil et d'évaluation des séjours moyens et sur des placements, et en fait nous n'avons pas eu possibilité que de passer donc à la commission de sécurité, et il nous a fallu faire des travaux qui ont complètement dénaturé l'équipement, c'est-à-dire que ça ne ressemblait plus à une maison familiale mais à une espèce de tank au milieu de vignes à Reims, et ça n'a pas été possible de faire autrement parce qu'il y a une réglementation spécifique pour les enfants. Oui, j'avais une question par rapport à la reconversion des paramédicaux. Moi, je travaille en service qui accompagne des handicaps moteurs et sensoriels. Et en fait, on a un rôle donc en extérieur de conseil, notamment dans les lycées, adaptation pédagogique, etc. Donc, je me demandais au niveau des paramédicaux, vous disiez avoir recours à des services en extérieur. Voilà. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez la reconversion des paramédicaux, mais plus comme intervenant davantage sur l'environnement et aussi en rééducation, mais du coup en interne? Oui, à nouveau, je ne connais pas le système français suffisamment, mais s'il y avait un paradoxe, c'est que nous, on générait des services avec nos ressources, alors que ces services existaient dans la communauté et pouvaient être en partie gratuits pour la personne. Donc c'était un peu absurde. Donc il y avait ces services-là en termes de soins d'infirmiers, de soins de kinés, même à la marge de logo-ergo. Donc c'était un peu absurde. Maintenant, c'est un sujet, quand on recourt à des services extérieurs, ce qui est important, c'est la coordination. Donc on rentre sur la coordination de ces services-là. Là aussi, il faut réapprendre à les faire travailler aussi de la même manière que les éducateurs. Et par exemple, pour les plans d'intervention, donc je sais pas si en France vous utilisez le plan d'intervention, donc les plans individuels, vis-à-vis des infirmiers extérieurs, on a un accord avec eux où ils doivent donner un avis. Voilà, des choses auxquelles il faut être attentif. Oui, parce qu'en libéral, pour les orthophonistes, par exemple, elles ne peuvent pas avoir elles peuvent, mais à ce moment-là, c'est gratuit, ces interventions de conseil ou d'aller sur les lieux de scolarisation, choses comme ça. Nos orthophonistes interviennent, nous, sur les lieux de la scolarisation. Et donc, par conséquent, ces paramédicaux-là ont bien accepté de jouer le jeu. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, je pense effectivement à la réaction de nos psychologues qui, en effet, n'ont pas voulu, ou en tous les cas ont été très résistantes, à se transporter au milieu du groupe pour passer d'une logique d'accompagnement au projet individualisé. C'est tout le problème de l'approche clinique. Et donc, du coup, nous avons changé de spécialité. Questions, observations? Bon, un petit coup de bidule alors. Si on peut envoyer les bidules avant la pause déjeuner. Alors, on s'excite un peu avant la pause déjeuner. Petite question piège. Ah oui, mais oui. Ça répond, ça répond. Mesurez votre enthousiasme. On verra ça à la fin. Le téléphone à un ami n'est pas prévu.
toi de jouer. Quels sont ces leviers? Alors, qui a répondu oui? Je trouve la question un peu directe, personnellement. Ah. Parce que là, normalement, vous êtes... il n'y en a Vous pas êtes qu'un. piégé. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Je vais me lancer. Ouvrir les conseils d'administration des associations gestionnaires aux personnes en situation de handicap. C'est la parole se libère. Je crois que vous l'avez dit déjà, mais tenir le plus grand compte de l'avis des représentants du personnel. Et qu'ils soient représentants syndicaux, TP, CE, etc., qui sont des fois par posture dans la revendication et dans le refus, et qui, quand ils sont associés dès le départ à la démarche, sont des leviers remarquables. Derrière. Oui, donc une idée, c'était donc de recourir à des nouvelles formes économiques de fonctionnement de type société de coopérative, des choses comme ça, comme il y a un dispositif qui existe auprès de l'ADAPI des Côtes d'Armor, donc l'ADAPI 22 Noyel. Ils ont recours à un nouveau système qui s'appelle HHC et qui est un dispositif d'appartements regroupés qui fonctionne au travers donc d'une société de coopération d'intérêt collectif. Okay. Si vous pouvez faire passer le micro jusque là-bas. C'est aussi beau que les Jeux Olympiques. S'appuyer sur les compétences des salariés, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, statut qu'ils aient, quel qu'il soit, de direction jusqu'à... Je suis un jeune cadre qui découvre beaucoup de salariés, et par rapport au métier qu'ils ont plein d'idées qu'on leur laisse le choix de s'exprimer, et souvent sur des trucs un petit peu fous, ça fonctionne pas mal. Derrière vous. Bonjour, oui, dans la même perspective, nous on a utilisé comme outil de mobiliser des salariés comme experts auprès des acteurs locaux. Donc, je pense notamment à la mairie sur les temps de TPE où ils souhaitaient maintenir des personnes en situation de handicap sur les temps de TPE, ne sachant pas très bien comment fonctionner. En fait, on leur délègue des salariés de chez nous qui viennent aider les équipes d'animateurs à faire du maintien de personnes en situation de handicap. Et ça a été la première étape pour intervenir dans d'autres secteurs que le médico-social. On est en gros experts auprès des acteurs locaux, quoi. Monsieur en rose a une autre question. Un autre levier. Désadministrer le fonctionnement des MDPH. D'autres idées aussi révolutionnaires? Parce que là, on part de loin quand même. Il y a du boulot. Oui, c'était l'autonomisation des salariés, parce que je pense que c'est possible d'accompagner des processus d'autonomisation des personnes si effectivement les travailleurs ne sont pas hyper contrôlés et hyper dirigés. Alors derrière vous, si le micro peut remonter. Ah, tu peux répondre ? Autonomisation. Développer la paire aidance, former les personnes handicapées sur des thématiques, pour permettre à d'autres de participer à la société. Je pense à la vie affective et sexuelle, entre autres. Comment vous avez appelé ça ? La paire aidance. Ça s'écrit comment ? PAIR, plus loin,
et danse. Ah oui, ok. Merci. Tu veux répondre de... Est-ce qu'on répond maintenant? Si tu veux. Est-ce qu'on répond maintenant ou est-ce qu'on répond après? Encore à gauche, donc, pour vous. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de favoriser l'expression des personnes. Donc, entre autres, nous, ce qu'on met en place aussi, c'est des groupes de parole, des enquêtes, entre autres aussi sur la sexualité, ce qui me semble aussi important. Voilà. C'est mettre en place des outils tels que des groupes de parole, l'information. Ce qui existe aussi, c'est de pouvoir former des personnes accompagnées comme évaluateurs internes et de faire des évaluations internes croisées, permettant aux personnes accompagnées de participer au processus d'évaluation aussi. Stop. Le micro, là. Merci. Un truc on va expérimenter, mais je ne sais pas encore ce que ça donne. Hein, donc, je vous écrirai pour vous dire si ça marche. Sur la formation des administrateurs, de proposer aux binômes, c'est-à-dire aux conjoints, ou alors à la fratrie, d'être formés au niveau des administrateurs. C'est-à-dire qu'un administrateur ne vient pas se former tout seul. Il vient avec une personne qui est dans l'entourage de la personne accompagnée, parce que ça perturbe, enfin là je parle de la valorisation des rôles sociaux, et que c'est plus facile d'échanger quand on rentre chez soi avec la personne avec laquelle on vit, etc., quand on intervient. Voilà, donc ça on est en train de le tester. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Réformer la formation des travailleurs sociaux pour la prise en compte de ces questions. Et j'aurais envie de rajouter, avoir un cadre conventionnel qui nous permette de travailler dans ces questions-là également. D'autres propositions? T'as pu tout noter, Christian? C'est bon? Vous répondez bon? Ouais. Mais écoutez, on vous propose d'aller déjeuner et à la reprise, on reviendra sur vos propositions pour une discussion et pour la suite des leviers. Il y avait une main levée? Non, on arrête les bidules pour l'instant. On refera une séance bidule avant le passage. Il y avait une autre question? Oui. Oui, j'avais encore favorisé tout le travail auprès des aidants, auprès des familles. Et notamment, nous, ce qu'on fait, c'est la guidance parentale qu'on développe énormément. Et cette fois, on peut aller déjeuner. C'est bon.